Bonjour à toutes et tous. Je vous propose qu'on démarre tranquillement ce webinaire. Merci à toutes et tous d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire de clôture du parcours Littoraux de demain, s'adapter avec la nature, donc qui est un parcours co-organisé par les projets Life Artisan et Life Adapto Plus. Donc aujourd'hui, nous sommes ensemble jusqu'à 15h30 pour ce dernier webinaire qui vient donc conclure plusieurs mois d'échanges et de retours d'expérience autour des solutions fondées sur la nature pour l'adaptation des territoires littoraux dans un contexte de changement climatique. Donc tout au long de ce parcours, vous avez eu l'occasion d'entendre et de rencontrer de nombreux acteurs, experts, techniciens, scientifiques et gestionnaires qui ont ainsi pu vous partager leurs expériences et leurs regards sur la mise en œuvre de ces solutions, sur leurs atouts ainsi que leurs limites. Donc le webinaire d'aujourd'hui sera l'occasion notamment de capitaliser sur ces divers échanges très riches d'enseignements en mettant en lumière les bonnes pratiques qui ont été identifiées à la fois pendant les webinaires et pendant les visites terrain auxquelles vous avez peut-être pu participer. Les principaux défis également, mais aussi les perspectives pour renforcer la résilience des territoires littoraux. Donc ces retours permettront de mieux comprendre ce qui fonctionne, ce qui doit être amélioré pour une meilleure intégration des SFN dans les stratégies d'adaptation de la bande côtière. Nous porterons aussi une attention particulière sur les approches dites hybrides, donc qui associent des solutions naturelles avec des infrastructures plus classiques ou dites d'ingénierie grise, Et nous verrons comment cette complémentarité ouvre la voie à d'autres perspectives pour concevoir et mettre en œuvre de futurs projets pour adapter les littoraux aux impacts du changement climatique. Donc avant de permettre à nos intervenants du jour de se présenter, je vous fais un bref rappel des consignes pour veiller au bon déroulement de ce webinaire. Donc comme pour les précédents, les micros et les caméras des participants sont coupés, mais vous avez la possibilité d'interagir dans l'onglet Q&R qui se trouve normalement en bas de votre écran pour poser vos questions tout au long de ce webinaire et nous prendrons des temps et des moments entre les différentes interventions pour pouvoir y répondre. Donc, je vous propose de passer à la présentation des intervenants du jour. Donc, je vais passer la parole à Patrice Belz qui va pouvoir se présenter en quelques mots pour le Conservatoire du Littoral et présenter ses missions. La parole est à toi, Patrice. Bonjour à tous, Patrice Belz, je suis le délégué de rivage de la délégation centre-atlantique du Conservatoire du Littoral. Mon secteur de compétences s'étend sur 3 départements, la Charente-Maritime, la Vendée et la Loire-Atlantique. Et nous avons été très partie prenante sur le projet Adapto sur 2 sites pilotes de Charente-Maritime, le Marais de Brouage et celui sur lequel nous allons évoquer un petit peu le retour d'expérience, le polder de Mortagne-sur-Gironde. Merci beaucoup. On peut enchaîner avec Olivier Brivois. Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Brivois, je suis chef de projet au BRGM dans l'unité risque côtier et changement climatique. Et moi, j'ai été chef du projet Adapto pour le BRGM. Je suis également le chef du projet Adapto Plus pour le BRGM et j'ai aussi travaillé sur la mise en œuvre de directives cadres européennes à l'échelle nationale, notamment la DCE, l'hydromorphologie des masses de littoral et le descripteur 6 de la directive cadre stratégie milieu marin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, pour terminer, Mounsef Sedrati. Bonjour à toutes et à tous, je suis Moussef Sedrati, enseignant-chercheur de géomorphologie littorale au laboratoire d'océanologie et géosciences, donc à l'Université du Littoral Côte d'Opale. Et je travaille depuis plusieurs années sur des projets en lien avec les solutions fondées sur la nature et les solutions hybrides pour le littoral. Merci beaucoup. Donc pour commencer ce webinaire qui est donc, je le rappelle à nouveau, un webinaire de clôture des précédents webinaires de cette série intitulée Parcours littoraux de demain, s'adapter avec la nature, je vous propose une courte synthèse des sujets que nous avons eu donc l'occasion d'aborder tout au long de ce parcours, notamment pour les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui ou pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas eu l'occasion d'assister à l'ensemble des webinaires du parcours. Donc, un bref rappel tout d'abord sur les littoraux en eux-mêmes, qui sont des espaces exposés à des aléas majeurs, érosion, submersion, montée du niveau marin, tempête, cyclone. Pour autant, il s'agit de territoires, nous l'avons vu, qui sont en grande partie artificialisés et donc à l'attractivité croissante, ce qui accentue la vulnérabilité des sociétés littorales.
Donc ce contexte auquel s'ajoutent les effets du changement climatique fait donc du littoral un espace où l'adaptation ne peut pas être figée. En effet, donc on a pu voir que le trait de côte est mouvant, il bouge, il recule, il avance, et vouloir le fixer à tout prix conduit souvent à ce qu'on appelle des formes de maladaptation qui sont souvent coûteuses et inefficaces à long terme. Donc il faut accepter la mobilité, l'anticiper plutôt que chercher à la combattre, ce qui nécessite donc de recomposer spatialement les espaces littoraux. Et c'est en cela que les solutions fondées sur la nature s'inscrivent pleinement dans cette logique. Donc on a pu en voir quelques exemples, notamment restaurer une dune, une zone humide, des zones de marais. Et donc ces actions, c'est non seulement protéger, non seulement permettre de protéger un territoire contre les submersions, mais aussi redonner de la place à la nature pour qu'elle joue son rôle de tampon et de régulateur. Mais bien sûr, cela suppose un changement de paradigme, notamment dans la manière d'aménager et de gouverner le littoral. Donc cette question de la gouvernance, justement, elle a traversé tout le parcours. Les SFN, on l'a vu, ne peuvent pas être mises en œuvre sans une acceptation sociale forte, fondée sur la concertation et la co-construction. Donc l'adhésion des habitants, des élus, des divers acteurs économiques est un réel préalable et indispensable à la réussite de ces projets. Donc ces réflexions, elles ont trouvé un écho particulier lors du webinaire consacré justement à cette thématique de la gouvernance et de l'acceptabilité sociale. Et il est apparu que dans ce webinaire, la durabilité d'un projet repose autant sur sa conception technique que sur la qualité du dialogue entre les parties prenantes des projets. Donc les SFN, elles ne doivent pas être perçues comme des projets seulement environnementaux, mais comme de véritables projets de territoire qui doivent être portés collectivement. Un autre axe de discussion lors de ce parcours a porté sur l'intégration des SFN dans les politiques publiques en matière de gestion du trait de côte. Les avancées récentes, notamment on l'a vu avec la loi climat et résilience, la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte ou encore le PNAC 3, traduisent une reconnaissance croissante de ces solutions comme levier d'adaptation. Mais on a pu le voir et l'évoquer, de nombreux freins persistent encore, notamment la difficulté à articuler les échelles d'action, les cloisonnements persistants entre politiques sectorielles ou encore le décalage entre le temps politique, qui est souvent court, et le temps écologique, qui est nécessairement long. Donc les SFN appellent à une gouvernance multiniveau capable d'inscrire l'action publique dans la durée et de dépasser les logiques de silos. Sur le plan financier également, les projets de SFN, nous avons vu donc la question de la temporalité qui revient régulièrement. Les SFN sont par nature complexes et leur temporalité longue nécessite des dispositifs de financement qui soient stables et adaptés à leur rythme d'évolution et capables de reconnaître la valeur notamment des co-bénéfices sur lesquels nous sommes revenus plusieurs fois dans ces webinaires qu'elles génèrent. Donc à la fois en termes de biodiversité, d'attractivité économique, d'amélioration du cadre de vie, de la santé et également de la réduction des risques climatiques. Donc ces projets demandent de nouvelles approches en termes financiers, donc du phasage d'aide et de la diversification des sources de financement. Mais la réussite des SFN, nous l'avons vu, passe aussi par un cadre juridique solide et capable de s'adapter à la dynamique des espaces côtiers. Donc sur un littoral en mouvement, le droit fondé sur des limites fixes devient vite inadapté et nécessite d'inventer des outils plus flexibles, donc des baux, des conventions adaptatives qui intègrent la réversibilité notamment des usages, l'utilisation stratégique des réserves foncières ou encore l'intégration progressive des SFN dans les documents de planification, le SCOT, le SRADET, le PLUI par exemple. Donc l'enjeu ici est bien de donner une base stable à des solutions dynamiques qui doivent être questionnées et réajustées au fil des changements environnementaux et climatiques. Aussi, une attention particulière a été portée aux territoires ultramarins dans ce parcours, qui sont donc en première ligne face aux effets du changement climatique. Donc, ces territoires disposent pourtant d'écosystèmes naturels remarquablement protecteurs, les mangroves, les récifs coralliens, les herbiers marins, qui sont autant de barrières naturelles qui atténuent donc la houle, limitent l'érosion et soutiennent la biodiversité. Mais nous l'avons vu, les contraintes y sont fortes en termes de pression foncière notamment, de vulnérabilité économique, de risques cycloniques, mais les initiatives locales qui ont pu être promues et présentées lors de ce webinaire ont montré que les SFN peuvent aussi être de puissants leviers d'innovation et de cohésion lorsqu'elles s'appuient sur les savoirs locaux et sur une gouvernance adaptée, une fois encore. Et en transversalité donc de l'ensemble de ces webinaires, un message s'est donc imposé. La réussite des SFN repose sur la coopération et la mise en réseau. Les initiatives locales foisonnent, mais elles restent souvent isolées.
D'où l'importance de créer des espaces de capitalisation, donc à la fois des plateformes, des communautés de pratique, des réseaux de partage, pour diffuser massivement ces retours d'expérience, les outils et les modèles économiques, ainsi que les suivis de performance de ces projets. Puisque sans cela, chaque territoire risque de réinventer l'existant et de perdre en efficacité, alors même que le changement climatique exige d'agir maintenant et vite. Et enfin, d'un point de vue technique, les SFN présentent à la fois des atouts, mais aussi des incertitudes. Elles offrent donc, nous l'avons vu et nous l'avons redit, de multiples co-bénéfices en termes d'atténuation des aléas, de stockage carbone, d'amélioration de la biodiversité, mais leur efficacité, elle dépend fortement du contexte local. D'où la nécessité d'une approche rigoureuse associant diagnostic préalable, suivi adaptatif et sciences humaines et sociales pour comprendre la perception du risque, du paysage et construire des trajectoires d'adaptation partagées pour des littoraux résilients. Donc voilà cette première synthèse des éléments que nous avons eu l'occasion d'aborder dans les webinaires du parcours Littoraux de demain, s'adapter avec la nature. Bien sûr, il ne s'agit là que d'une synthèse et si vous souhaitez approfondir certains des points qui ont été mentionnés, nous vous invitons à regarder les webinaires qui sont disponibles en ligne en replay. Donc, pour sans plus attendre, introduire le webinaire d'aujourd'hui, je vais laisser la parole donc à Patrice qui va justement pouvoir explorer cette notion de SFN, donc en termes de perspective pour l'adaptation des territoires, notamment comment aller plus loin. Comment mieux articuler les solutions naturelles avec des infrastructures classiques et bâtir des approches pour renforcer la résilience des territoires littoraux. Et donc, pour introduire cette réflexion-là, nous allons pouvoir écouter Patrice sur le retour d'expérience de Mortagne sur Gironde, un projet emblématique pour comprendre ce qui a fonctionné dans ce projet, les freins qui se sont posés, qui ont été rencontrés, et également les leviers à activer pour déployer plus largement les SFN sur nos littoraux. La parole est donc à toi, Patrice. Merci Anaïs. Alors, je vais vous présenter ici un retour d'expérience donc de dépolderisation sur Mortagne sur Gironde, qui a été conduit dans le cadre du projet Adapto que vous connaissez tous, vous savez, où on peut à travers ce projet explorer des solutions face au changement climatique et notamment croiser des thématiques tant paysagères que de perception sociale, que de gestion des risques, mais aussi du patrimoine naturel ou de l'économie des territoires. Pour vous situer le projet, nous sommes sur l'estuaire de la Gironde, dans un tout petit village, Mortagne-sur-Gironde, c'est moins de 1000 habitants. Et nous sommes au sud de Royan, que vous voyez un petit peu sur la carte à l'écran. C'est un des 10 sites pilotes de Adapto, tels que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Donc là, ça a été l'occasion de faire un retour d'expérience sur 20 ans de dépoldérisation. C'était extrêmement intéressant et c'est ce que je vais essayer de vous présenter, plutôt sous forme de récit de site, plutôt que une étude, enfin un rendu d'étude, j'allais dire très précis, scientifique. Vous aurez tous les éléments, ceux qui sont intéressés pour aller plus loin, parce que le récit de site, il permet un peu de voir et d'appréhender la trajectoire et notamment d'aborder des notions d'acceptation sociale. Ça a bien été dit en introduction dans la synthèse. L'acceptation sociale est fondamentale et sur des territoires ruraux comme ça a été particulièrement une clé de compréhension, une clé de voûte même, et parfois de basculement. Et donc, ça permet aussi de comprendre toutes les limites que peuvent avoir aussi ce type de méthodologie apportée avec une transformation quand même importante du territoire pour les acteurs locaux, qu'ils soient élus, agriculteurs, habitants, voilà, de voir d'un seul coup un territoire changer. Donc, pour vous situer un petit peu le Conservatoire du littoral sur l'estuaire de la Gironde, en quelques chiffres, hein, c'est presque 50 ans d'intervention, dont 40 kilomètres en fait de linéaire. Là, c'est l'estuaire, vous voyez, avec les petits villages de Méché-sur-Gironde jusqu'à Saint-Sornin de Cognac, et Mortagne est au milieu. On est affectateur du domaine public fluvial, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est-à-dire les rives de l'estuaire de la Gironde. Et ces rives-là, elles ont été travaillées pendant toute leur histoire, et pour beaucoup d'entre elles,
comme ça arrive en Charente-Maritime, c'est des terres qui ont été poldérisées parce qu'on avait des terres avec des sédiments très riches et qui permettaient de passer en culture céréalière, de les drainer, de passer en culture céréalière. Et c'est comme ça que d'autres activités aussi, c'est pas que de l'agriculture, la poldérisation, c'est aussi différents usages, bien sûr, des espaces naturels, c'est aussi pour ça qu'on intervient sur le domaine public fluvial extrêmement riche en termes de biodiversité, de paysages, de ce que ça peut apporter au territoire, mais aussi des usages, des tonnes de chasse, des carrelets aussi qui sont sur la pêche. Et c'est comme ça que en 2000, le Conservatoire du littoral s'est trouvé affectataire d'un polder suite à une aventure de 99 que je vais vous exposer sur la diapo suivante un peu plus zoomée. Voilà. L'historique du site, il est important parce que on va distinguer tout de suite deux polders. Au nord, le polder aval de Mortagne. Au sud, le polder amont. Et les 20 ans de retour sur expérience de dépoldérisation, tout se situe sur le polder aval. Polder aval, on est dans les années 60, on va endiguer, on va poldériser, on va cultiver, ça se faisait sur pas mal d'endroits des rives de Gironde, et on va être dans de la culture monoespèce, c'était surtout du maïs qui était planté ici, avec des drains, donc imaginez culture un petit peu intensive, qui est là. 99, une tempête, la tempête Martin, qui a été assez impactante sur le littoral charentais, et se forme une brèche, évidemment, parce que ces polders-là, c'était des digues en terre, c'est merlons de terre qui protègent, et on avançait comme ça sur la Gironde, comme on l'a fait dans les marais d'ailleurs, un petit peu rétro-littoraux, de la même façon. Et là, grosse rupture, l'eau de la Gironde passe évidemment dans le polder, et submerge complètement toutes ces terres agricoles. De là, un peu l'émoi total, il faut absolument colmater la brèche, il faut faire quelque chose. Et puis, il y a des habitations bien à l'arrière, à 2 kilomètres derrière, il faut nous protéger, il faut refaire des digues absolument. Et le choix est fait sur le secteur. Au niveau de l'État, à l'époque, c'est surtout l'État, de dire, voilà, on est prêt à protéger les biens et les personnes, mais à l'arrière, c'est un peu le trait jaune que vous voyez à l'arrière du polder violet, là, qui sont les terrains du conservatoire. Ce trait jaune, c'est les digues hors sec qui ont été faites, si bien que on se retrouve avec des terrains de vent qui ont été submergés, mais avec la non-reconstruction de la digue de premier rang. Et c'est des situations qui ont été extrêmement tendues. Et une façon pour l'État de se sortir de là, dire, tiens, le Conservatoire du littoral pourrait devenir propriétaire et on va leur proposer l'acquisition de ce polder. Et c'est ce qui va se passer en 2000. C'est 190 hectares de polder aval qui nous sont vendus, acquis. Hop, la photo suivante, où on va le voir un petit peu avec une photo aérienne cette fois. Voilà, le fameux polder aval, le trait rouge, la fameuse digue hors sec qui a été créée en 2010, puis renforcée dans le cadre de Papy en 2010, et les petits pointillés jaunes, les fameux polders, qui ont été complètement dépoldérisés à l'aval. Alors, des tensions extrêmement fortes pendant de très nombreuses années, parce que il y avait une non-acceptation tant par le monde agricole, qui considérait qu'on avait abandonné des terrains nourriciers pour la planète, hein, voilà, c'était ces expressions, et puis par les habitants localement, pas que par le monde agricole, par les élus, en considérant que le conservatoire avait acheté ça et ne faisait rien non plus, et qu'on laissait aller de la libre évolution complète. Voilà. Mais on était sur une brèche dite accidentelle, vous voyez, ça part de là, parce que le conservatoire, très vite, part du principe que non, nous n'allons pas réparer cette digue, et nous allons laisser faire complètement la nature et cette dépoldérisation accidentelle au départ, mais une dépoldérisation complète. C'est comme ça que ça va se passer. Si bien que quand arrive le programme Adapto, on a un certain nombre de relevés, tant sur le côté ichthyofaune, avifaune, biodiversité, paysagère, sédimentaire. On a
tout l'ensemble de ces relevés, de photos, ce qui va nous permettre d'avoir un vrai recul de l'évolution de ces terrains. Alors il faut imaginer que quand on a des terrains cultivés, vous avez un tassement des sols, on était à plus d'1 mètre en fait en dessous du niveau du fleuve, parce qu'évidemment, il n'y a plus de sédiments qui viennent enrichir le terrain, et en plus le drainage pour pouvoir cultiver continue à affaisser de plus en plus ce terrain. Et si bien qu'on se retrouve avec 60 km de drains qui étaient plastiques, etc., où il a fallu évacuer aussi, puisqu'on avait décidé de laisser libre cours, une libre évolution, donc il a fallu, ça a un coût quand même aussi d'enlever tout ça, et puis de complètement laisser aller les sédiments se redéposer. Et c'était assez surprenant en fait, parce que 20 ans après, on constate que sur ce polder aval, on arrive à 1 mètre, voire parfois un peu plus, de sédiments qui se sont redéposés. Et quand je dis de sédiments, c'est pas que de sédiments, c'est tout ce qui peut aller avec la végétation aussi en termes de milieu, puisqu'on a eu une expansion évidemment de la fragmité, des prairies. C'était un ensemble évidemment de végétation halophile, des milieux estuariens qui ont pu complètement s'étendre et reprendre leurs droits, j'ai envie de dire, comme il peut y avoir ailleurs, de roselières, de prairies subhalophiles, de chiens-dents, et au fur et à mesure, ça s'est comblé et ça s'est développé jusqu'à des roselières. Et quand on parle aussi, évidemment, de milieux qui se sont développés, c'est aussi notamment tout ce qui a pu avoir comme avifaune à côté aussi, qui a pris, et des milieux extrêmement intéressants, notamment pour les paludicoles. Il y a tout un suivi qu'il y avait depuis des années sur l'estuaire par Biosphère Environnement sur le phragmite aquatique. Là, c'est des milieux très favorables à ce type de développement pour l'avifaune et ces petits oiseaux là très protégés, voilà. Et puis on retrouve d'autres, les rousserolles, des gorges bleues, etc. De la même façon, on a pu étudier aussi avec une période de retour maintenant de 25 ans, et c'est fait par le Conservatoire des espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine, qui est notre gestionnaire du site, l'ichtyofaune, et parce qu'on a constaté, et ça a été assez intéressant aussi à mettre en avant, à valoriser aussi de ces terrains dits abandonnés par tout le monde, une montée en puissance de milieux qui servaient de nurserie, de nourricerie, pour tout ce qui était juvénile, tant des bars, des mulets, des petits gobies aussi en juvénile qui étaient là. Et donc il y a eu une explosion. Donc d'un seul coup, vous savez, dans les concertations qui ont lieu dans le cadre d'Adapto, dans ces constats qui ont pu être faits, dire ah bah tiens, les pêcheurs, dire ah bah oui, tiens, ça fait vraiment des réserves de juvéniles, et ça c'est pas inintéressant. Évidemment, tous ceux qui étaient intéressés par la biodiversité étaient aussi très satisfaits de l'évolution de ce milieu. Mais au-delà de ça, même sur le monde agricole, on était sur ah bah tiens, on a un terrain qui a regagné plus d'1 mètre. Et là, avec maintenant de la végétation, des présalés qui sont repris et puis qui ont repris, on peut changer d'agriculture et passer sur de l'élevage. Et donc, en 2022-23, on a des agriculteurs qui se réinstallent, mais cette fois en élevage, on n'est plus sur de la culture céréalière. Et donc là aussi, un avantage du territoire qui est pas négligeable, pas que le paysage, pas que la biodiversité, mais aussi l'agriculture aussi, qui avait tout son sens et qui retrouvait aussi sa place, un autre type d'agriculture, mais une agriculture. Si bien que on a constaté au fur et à mesure de la concertation un petit peu cette mise en valeur j'allais dire, davantage cachés, qui étaient pas, c'était pas des terrains finalement laissés à l'abandon, qui s'enfrichaient. Non, c'était beaucoup plus subtil que ça et beaucoup plus riche. Et il y a eu une sorte de changement, d'évolution. C'est pour ça que je parle de trajectoire, un peu d'évolution sociale dans l'acceptation. Alors que même au début, en 2017, encore des agriculteurs nous en voulaient encore de ne pas avoir refermé cette brèche de départ. Alors sur la photo suivante, on peut voir un petit peu là aussi les évolutions paysagères et des milieux, c'est assez flagrant.
Eh ben, la mise en place de 3 éleveurs qui ont pu être... alors, on est sur de l'ovin, là, hein, qui ont été mis. Il y a un petit peu de bovin, mais sur l'autre polder, où on va en parler dans quelques instants. Finalement, la restauration de 200 hectares de marais avec des fonctions écologiques de haute qualité, tant faune, flore, ichthyofaune, avifaune, la qualité paysagère. Et puis, 1 mètre de gagné. Je vous parlais d'une digue qui était un peu à l'intérieur des terres, la digue Orsec, qui avait été faite pour protéger de la tempête Martin, la future tempête Martin, ce qui s'est produit avec Xynthia en 2010. Donc on l'a renforcé un petit peu cette digue. Et ben quand vous avez finalement des terrains de vent qui ont eu une telle expansion, tant dans l'élévation des sédiments, 1 mètre de gagné, et puis la végétation, et ben vous créez une zone tampon qui est extrêmement intéressante, aussi mécaniquement pour absorption de l'énergie de la submersion qu'il peut y avoir dans les futures tempêtes. Donc tout ça a été largement compris et voire même a suscité un grand intérêt de réappropriation des lieux tels qu'ils sont, voire de valorisation d'un milieu naturel. Et puis, finalement, avant, c'était un espace qui était complètement privatisé, qui a été rendu aussi au public, avec, là aussi, un petit sentier qu'on a pu aménager et pour lequel on peut aussi expliquer un petit peu l'évolution de ces milieux. Et ça a été bien au-delà de ça, c'est que du coup, localement, on s'est dit, et les élus locaux, à notre grande surprise, mais si on s'intéressait cette fois aux 90 hectares de polders amont, et si on imaginait de les dépoldériser eux aussi. Et voilà un petit peu, donc suite à ce succès, donc sur l'image suivante, Anaïs, hop, ces résultats probants, nous ont conduit à aller s'intéresser au polder aval. Alors, c'est le polder que vous voyez cette fois en bas de la photo. Voilà, le polder amont qui est derrière le chenal qui est transversal. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons étudier, mettre en place avec un bureau d'études, avec différents scénarios, avec voilà. Et très vite, dans les réunions de concertation, si on avait l'acceptation de la dépoldérisation, en revanche, les techniques de dépoldérisation, très vite, on arrive à un consensus pour lequel on nous dit, écoutez, oui à la dépoldérisation du polder amont, allons-y, mais de façon contrôlée. Vous nous avez présenté différents scénarios, avec certains qui étaient le plus directs, faisons comme le polder aval, créons une brèche et laissons faire, et on aura le même résultat dans les années à venir. Ça a été accepté. Ça n'a pas du tout été accepté. Vraiment, il y a eu un refus en disant non, pas question. Il y a des éleveurs qui sont dessus, il y a 2 éleveurs. On préférerait, nous, une dépoldérisation contrôlée. C'est-à-dire, faites des ouvrages, on rentrera dans les marées hautes, etc. On fait rentrer l'eau chargée de sédiments. On relargue l'eau après, une fois que les sédiments sont déposés. Et pour ça, on fait des ouvrages et on va le faire par casier pour qu'on puisse ne pas perdre non plus d'espace agricole d'un seul coup. Voilà. Donc, toute cette concertation a conduit un petit peu à imaginer un projet, cette fois, qui est devenu assez technique, assez évolué, de dépoldérisation contrôlée pour retrouver des solutions fondées sur la nature à l'origine. Voilà. Et c'est là où, pour nous, est né un petit peu une sorte de dichotomie, une sorte de hiatus dans ces solutions fondées sur la nature dès qu'on a voulu contrôler. Parce que l'ensemble de ces ouvrages, peut-être qu'on peut le voir sur la photo suivante, sur la diapo suivante, l'ensemble de ces ouvrages, c'est des ouvrages en dur, parce que quand vous relarguez l'eau, vous avez un port qui est un petit port de plaisance juste en face, il faut protéger les berges, et il faut le faire par voie d'enrochement, parce qu'il y a un débit très fort. Pour contrôler les sédiments rentrants et l'eau dans les casiers, il faut faire des ouvrages évidemment avec des vannages, en pale planche et des ouvrages béton, et on arrive à une sorte d'artificialisation du milieu très forte pour convenir à des solutions qui, à l'origine, devaient être des solutions de renaturation. Et là, pour nous, ça a été
vraiment les limites un petit peu de l'exercice dans ce projet Adapto, parce que c'est une vraie question. Est-ce que pour conduire à une réplicabilité un peu du solution, comme on avait pu le voir à Laval, est-ce qu'en amont, il faut tout artificialiser pour arriver à ce même résultat? Qui va le gérer? À quel coût? Parce que la gestion aussi d'ouvrir tous ces vannages au fur et à mesure des marées, pas larguer, relarguer au bon moment, etc. Ça demande quand même une gestion quotidienne qui est pas simple à mettre en œuvre sur le territoire. Et puis un renforcement où on artificialisait complètement les milieux. Si bien qu'on est voilà dans l'expectative, on s'est arrêté, c'est des vrais questionnements, les limites un petit peu de l'acceptation locale. Mais pour nous, le succès quand même qui a été de tout ce projet, ça a été quand même l'acceptation que la dépoldérisation, donc des solutions fondées sur la nature par des brèches, avaient tout leur sens pour regagner tant en termes de biodiversité, de paysage, de milieu, voire même de protection, parce qu'on crée une protection. Mais d'ici à passer sur un autre polder, mais cette fois de façon contrôlée, ben là, c'est nous qui sommes plus réticents d'aller au bout d'une solution ultra artificialisée. Voilà un petit peu en quelques mots, un petit peu le résumé de cette expérience Adapto sur la dépoldérisation de Mortagne. Évidemment, vous retrouverez plein de documentation sur le site Adapto. Et pareil, si certains sont intéressés par des études plus précises, tant en sédimentaux que en termes de faunistique, floristique, biodive ou de concertation d'enquêtes qui ont été faites, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci beaucoup, Patrice. Donc, merci pour cette très riche présentation qui rappelle bien à quel point justement les SFN doivent être pensés selon chaque contexte territorial, même quand on est sur un même territoire et que ça se joue seulement sur quelques centaines de mètres. Donc, merci beaucoup pour cet éclairage. Je vois qu'il y a une question qui est arrivée dans la boîte à questions. Marion, je te laisse peut-être prendre la main pour la poser. Oui, merci. Effectivement, il y a une question sur les chasseurs, notamment, donc, qui dit: vous n'avez pas parlé des chasseurs, étaient-ce des parties prenantes importantes? Était-il un frein ou un moteur? Ah, j'ai pas entendu la question. Oui, je vais répondre. Donc oui, les chasseurs, en fait, sur le polder aval, le deuxième polder, là, j'ai pu vous présenter, tout devant, ce sont des tonnes de chasse et qui, pour le territoire, est un enjeu fondamental. Si bien que dans les solutions proposées de dépoldérisation, celles où on faisait une brèche accidentelle, enfin pas accidentelle contrôlée, mais en brèche, si bien que ça remettait en cause complètement ces tonnes de chasse et leur survie. Et donc là, clairement, c'est un des freins, en tout cas, pour l'acceptation à une solution qui aurait été sans contrôle de la dépoldérisation. Donc ça a été ce frein dans ce cas-là. En revanche, sur le milieu lui-même, non, si ce n'est que ils sont très vigilants. Les nouveaux milieux créés par la dépoldérisation, vous avez une roselière extrêmement importante, et qui dit roselière dit une multiplication, comme dans beaucoup d'endroits, du sanglier, et donc ils nous ont exigé quand même d'avoir des ouvertures sur lesquelles ils pouvaient réguler le sanglier. Ça a été plus ça leurs exigences sur le polder aval. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Patrice donc pour le partage de vos réflexions à la délégation presque d'ordre philosophique, je dirais, sur le site de Mortagne qui questionne les certains fondamentaux en fait des solutions fondées sur la nature. On va maintenant laisser la parole à Mounsef qui va dans la suite logique de ces questionnements qui ont émergé lors de cette expérimentation, nous parler des solutions hybrides ou comment combiner les solutions naturelles et infrastructures grises, et nous faire notamment un retour sur une expérimentation menée sur le littoral morbihanais. Et j'en profite pour rappeler encore une fois de poser vos questions dans la boîte à questions. Merci Mounsef, c'est à toi. Merci Pauline. Donc, comme tu viens de le souligner, je vais essayer
après une introduction, donc avec quelques slides, de m'attarder un peu plus sur un site, je dirais expérimental, donc celui de la grande plage de Gavre, sur lequel on a pu accompagner le gestionnaire, en l'occurrence Lorient Agglomération, pour la mise en place de solutions fondées sur la nature en premier lieu, et puis des solutions hybrides. Tu peux avancer, voilà. Donc, sans revenir un peu sur le détail ou trop s'attarder en fait sur le détail de ce que c'est une solution fondée sur la nature et hybride. D'ailleurs, Anaïs l'a bien explicité en préambule. Voilà, il y a eu une prise de conscience depuis pas mal de temps que il faut faire autre chose que des solutions, je dirais, conventionnelles pour tout ce qui est protection, réhabilitation des systèmes littoraux. Donc voilà, un changement de dogme qui a commencé à se mettre en place depuis pas mal de temps, en cherchant à aller du grey, donc du gris, béton, enrochement, à potentiellement une phase intermédiaire jusqu'à ce qu'on puisse arriver un jour vers des espaces littoraux, en tout cas complètement verts, de green, et notamment, je dirais, en mouvement tout simplement naturel. Avancer. Alors, voilà, entre les méthodes douces, donc ce qu'on appelle de l'ingénierie écologique ou des solutions fondées sur la nature, et les solutions dures, ben voilà, il y avait quand même un juste milieu qui permet, notamment, je dirais, aux gestionnaires, parfois même à la population. D'ailleurs, Patrice en parlait, de s'imprégner en fait, de s'impliquer dans un projet de changement de méthodologie de gestion des problématiques de submersion marine ou d'érosion côtière, et le fait de passer par cette méthode mixte, donc en tout cas hybride, qui rallie à la fois, je dirais, de la combinaison dure et douce, permet de faire cette transition. On sait tous que malheureusement ou heureusement, avec les solutions fondées sur la nature, on est plutôt dans le temps lent pour voir un avantage, ou plutôt, je dirais, une recomposition d'écosystèmes, notamment sur le littoral, plutôt qu'une protection rapide qu'on peut avoir directement une fois qu'on a érigé une digue, on a déployé un enrochement. Ceci dit, tout le monde est bien conscient aussi des impacts négatifs qui sont associés notamment aux solutions conventionnelles. Tu peux avancer, Alice. Un exemple type, cette figure, on la voit régulièrement, quelle que soit la typologie des rapports. C'est aussi un bon exemple pédagogique que j'en abuse en tout cas avec mes étudiants, où on voit en fait que sur différents types d'espaces littoraux, pour répondre à la même exigence et au même besoin, c'est-à-dire essayer de protéger des biens et également réinventer, voire rebooster un écosystème sur place. Vous voyez, il y a moyen de travailler avec des éléments, je dirais, composites, qui font appel à des fonctionnalités classiques d'un espace littoral, c'est-à-dire le transport sédimentaire éolien, le transport de sable des hautes plages avec le vent qu'on peut capter pour rehausser les dunes. On peut amortir la houle avec des systèmes de récifs, et la combinaison des deux donc permet éventuellement donc reprendre un espace littoral protégé avec un écosystème prononcé, et puis on arrive quand même à protéger les enjeux derrière. On peut avancer sur les autres diapos. Une définition classique du SFN, donc les attentes. Et alors pourquoi moi j'ai positionné en fait cette diapo? Parce que on l'avait utilisé, si vous voulez, surtout avec les critères du SFN, des USCN, pour mener tout un travail avec mes collègues du laboratoire Géo-Océan à l'Université Bretagne Sud sur un état des lieux en fait des SFN et des SH à échelle nationale. Et en fait, on s'est aperçu que parfois, il y avait, je dirais, de la mal-connotation de solutions SFN. Donc, on considérait que ça a été du SFN. En réalité, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup plus de solutions hybrides, donc que du SFN pur. Sur la diapo suivante, on pourrait voir à peu près à quoi ça correspond une SFN.
je dirais pure, et une SFN dite hybride. Donc, selon, encore une fois, la classification du UCN, et d'ailleurs l'exemple de Patrice est convaincant, on est sur de la création, restauration écologique, on est parfois aussi sur de la gestion passive ou de la gestion souple des systèmes dunaires. Or, quand on parle de solutions hybrides, on peut travailler avec les récifs, on peut travailler avec des ouvrages en matériaux naturels ou en géotextile. Il y a aussi de la question qui se pose quand on parle de géotextile, mais au jour d'aujourd'hui, on a quand même des matériaux qui sont biosourcés, qui réduisent quand même des impacts ou des pollutions avec notamment des microplastiques. On peut également travailler avec ce qu'on appelle des épis hydrauliques, comme ce que vous avez dans cette image. Donc voilà, c'est de la solution qui permet une reprise sédimentaire et écosystémique, mais qui n'est pas directe. Et malheureusement, elle n'est pas compatible avec la définition stricte sensu de ce que c'est une SFN selon les UCN. Dans un autre travail, que j'ai co-signé donc avec mes collègues encore de Géocéan à l'Université Bretagne Sud, en l'occurrence Laura Zalour, Glenn Bulot et Noé Medj. Donc ce papier qui est disponible directement sur The Conversation, on a essayé de mettre tout un panel en tout cas de solutions fondées sur la nature ou de solutions hybrides qui peuvent être proposées en fonction de la morphologie, en fonction de la nature des espaces littoraux. Et pour élucider encore mieux mes propos, donc je vais rapidement attaquer l'exemple type, donc celui du site de la Grande Plage de Gavre. Donc cette presqu'île de Gavre, qui est gérée par l'agglomération de Lorient, elle est située sur le littoral morbihanais, et quand vous pouvez voir sur des images que vous voyez là à gauche, c'est une commune qui a une grande culture du risque parce que, je dirais, à plusieurs reprises, les habitants se sont retrouvés les pieds dans l'eau. Donc, les images que vous voyez à gauche, elles étaient prises pendant des tempêtes en 2008, avec quand même plusieurs dégâts très importants, matériaux qui ont pu avoir lieu. On peut avancer sur le diapo. Donc, la réflexion qui s'est posée à un certain moment, parce que le gestionnaire avait déployé après cette phase ou ce dernier événement très important, il s'est dit, ben voilà, moi j'ai fait confiance aux solutions conventionnelles, il serait potentiellement intéressant de travailler avec une nouvelle pédagogie, avec une nouvelle forme de gestion de ces problématiques et en parfaite synergie entre le gestionnaire, Lorient Agglomération, la population et puis un laboratoire universitaire, on a pu poser la première clé de ce que c'est des SFN et SH, c'est-à-dire une compréhension optimale du fonctionnement passé et actuel d'un système littoral, aller chercher en fait à détecter en toute précision où résident les éléments naturels sur lesquels on peut s'appuyer pour travailler à une renaturalisation, un reboostage du système naturel, en l'occurrence la saisonnalité, quand est-ce qu'il y a de la déperdition du sédiment, quand est-ce que ça pourrait revenir. Ça, c'est à échelle d'une année. La cyclicité, ça, malheureusement, c'est pas forcément très perceptible, notamment par les gestionnaires. Parfois, on a des systèmes littoraux qui ont des cyclicités. Donc, pendant 5-10 ans, ils sont stables. Et à un certain moment, ils peuvent repartir sur une certaine instabilité. Quelles sont aussi les possibilités de répondre aux événements majeurs et surtout, comprendre avec plus de précision tous les processus du fonctionnement hydro-morpho-sédimentaire. Vous êtes tous des spécialistes, en l'occurrence, je vais pas revenir sur le détail. Et à partir de ce moment, ben voilà, on peut préconiser et aller soit sur de la proposition de SFN ou de SH adaptée aux spécificités du site. Si tu peux avancer, Anaïs. Voilà le site de la Grande Plage de Gavre, comment se présente sur une photographie aérienne de 2018. Je ne sais pas si vous pouvez voir sur la photographie aérienne. Donc, vous voyez un peu au centre du site 2 épis. Donc, ça, c'est de la solution, je dirais, conventionnelle. Vous voyez donc les habitations, les enjeux. Et puis ici, il y a la route départementale, la seule et unique en tout cas, qui relie Gavre à la terre ferme, et on peut voir en fait qu'on n'est pas en présence d'une seule et unique
plage, mais on est en présence de 3 plages différentes, avec des shapes, avec des morphologies différentes, avec des circulations sédimentaires très très différentes. Donc, à partir d'un partenariat conventionné avec l'Orient Agglomération, on a commencé à travailler sur le site pour comprendre son fonctionnement sédimentaire. Donc, tu peux avancer, Anaïs, sur les diapos. Voilà pour cette plage qu'on a décomposée en plusieurs cellules sédimentaires. Ce que vous voyez, les transects rouges, ce sont des profils. Donc, ce sont des profils topographiques qu'on a pu suivre mensuellement, plusieurs années, pour déterminer en fait quand est-ce que les sédiments peuvent se balancer de l'est vers l'ouest ou du haut de plage vers le bas de plage. Vous pouvez voir ici, par exemple, sur le graphique en bas, les évolutions des sédiments. Et vous voyez, en fait, les flèches qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. Donc là, on arrive quand même à détecter une certaine saisonnalité par rapport au volume initial qu'on avait sur cette plage. Et puis, vous voyez juste à côté des conditions de houle et des conditions de vent local. C'est ce qui nous permet aussi de déterminer des seuils de mobilité des sédiments, que ce soit sur la plage intertidale ou sur le volet éolien. On peut avancer sur les diapos. Il a fallu accompagner tout ce travail par de la mesure in situ, donc avec des mesures hydrodynamiques très précises. Ces mesures nous ont permis, tu peux avancer, Anaïs, dans un deuxième temps de réaliser tout un travail de modélisation du fonctionnement hydrosédimentaire de toute la plage. Et à partir de ce stade-là, on pouvait en fait aller sur des scénarios d'aménagement pour ce site. Oui, tu peux, voilà. Et on l'a décomposé, quand vous voyez, en 4 secteurs. Donc la première préconisation, c'était d'optimiser les ouvrages en dur qui existaient, donc avec les petites fléchettes rouges que vous voyez. Et puis, retenez bien là, le secteur 3 qui est au milieu. Ici, on a un bâtiment en fait pyrotechnique qui était encore jusqu'à il y a quelques années la propriété des militaires. Et puis, ça posait un problème pour mener un travail complet sur l'ensemble du site. On pouvait intervenir sur le secteur 4, le secteur 2 et le secteur 1. Mais malheureusement, ici, il y avait aussi un petit problème de propriété. Et malheureusement, ça, c'est un bâtiment en dur avec une digue. Donc, vous voyez, on manque de continuité par rapport à tout ce qui a été aménagé. Donc, si on regarde un tout petit peu en détail ce qui a été fait secteur par secteur, tu peux avancer, Anaïs. Donc, vous voyez, je pars de l'Est, secteur 4. C'est quelque chose à laquelle vous êtes confronté à chaque fois que vous êtes en train de gérer un système dunaire. Donc, vous voyez tous ces passages, tous ces accès, en fait, non contrôlés pour la dune, qui peuvent créer des sifflements. Donc, la première des choses à faire, c'était vraiment bloquer tous ces accès, donc avec des ganivelles, pour pouvoir en fait remédier à ce problème de déperdition de sédiments. Et puis le déploiement d'épis hydrauliques en pointillés, en rouge. On peut avancer sur l'autre secteur. Donc voilà, là vous avez le bâtiment de la pyrotechnie où on pouvait pas travailler. Et puis à côté, on a déployé des casiers de ganivelles, des algobox. On a régularisé les accès et puis on a optimisé l'épi que vous voyez ici à gauche. Sur le secteur suivant, donc le secteur 2, voilà, même chose. Donc avec des casiers de ganivelles pour le captage des sédiments éoliens, le déploiement de casiers d'algobox. Et puis sur le dernier secteur, donc le secteur 1, donc ici, avant d'aller sur le secteur 1, donc vous voyez un peu sur ce défilé d'images, vous avez la fin des travaux. Et puis ici, vous avez des images depuis la fin des travaux en 2021, donc août 2021, 22, 23, 24. Et vous voyez en fait que ces casiers d'algobox ont été complètement saturés. Au jour d'aujourd'hui, on a rehaussé encore le système des casiers pour gagner en hauteur de dune. Et sur le petit graphique que vous voyez en bas à gauche, ici vous avez en fait le pourcentage de recouvrement par la végétation dans ces casiers. Donc on est parti d'un site dépourvu complètement d'une végétation dunaire à une revégétalisation naturelle qui est basée uniquement en fait sur la bibliothèque des graines qu'on peut retrouver dans les sédiments naturels. Et puis on a vu petit à petit des gravelots revenir nicher dans un système où il n'y avait plus de dunes. Donc on peut aller sur le dernier secteur. Voilà, donc là on est vraiment au niveau du boulevard de l'Océan, donc vous voyez qu'il y a des habitations derrière, et c'est là où on a préconisé plutôt en fait le déploiement d'une dune
hybride. Donc, on peut aller sur l'image, les images suivantes. Donc, vous voyez le site avant les travaux, on voit un peu les habitations derrière, donc sans aucune difficulté, hein, des conditions d'agitation associées à des forts coefficients permettaient en fait que des paquets d'eau passent derrière. Et sur ce secteur-là, on a travaillé sur la mise en place d'une dune hybride, donc avec un noyau de kaolin qui a été recouverte ensuite par du sédiment naturel. Et vous voyez quelques années derrière, voilà, personne n'aura la capacité de détecter en fait si on est en présence d'une dune naturelle ou d'une dune hybride. On peut avancer. Donc une photographie un peu globale du site où on voit un peu plus loin donc l'épée hydraulique et toute la batterie des casiers d'Algobox et de Ganivelle qui ont été déployés. Tu peux avancer, Anaïs? Juste pour vous dire en fait que ce projet-là qui était porté bien évidemment par l'agglomération et qui a été supporté par la population, donc vous voyez dans le panel des images à gauche, en fait c'est un groupement citoyen, un collectif citoyen local qui participait lui-même à remplir les casiers d'Algobox quand on avait des échouages d'algues. C'est eux qui font à travers des suivis protocolés le suivi de l'efficacité de ces ouvrages. Ils calculent en fait les battements sédimentaires dans les casiers au niveau des pieux de rondins de bois. Et fort en fait de, je dirais, engouement local et cette assurance en fait que ce dispositif était capable en tout cas de protéger à ce stade la population, on est passé à la phase suivante. Donc tu peux avancer sur les diapos. C'était de travailler et essayer rapidement de trouver une solution pour le site de la Pyro. Ici, vous avez des photos qui ont été prises par les collègues de l'agglomération pendant les tempêtes de fin octobre, début novembre 2023. Et regardez en fait ce qui se produit là sur le site de la Pyro avec voilà la réflexion des vagues contre le mur. Et regardez le site. Donc la photo a été prise sur le site aménagé par les solutions fondées sur la nature où il n'y a pas eu d'impact ou presque. On peut voir sur la diapo suivante. Voilà, en même temps, côté Pyro, donc il y a eu de l'inondation, des paquets d'eau, donc la route départementale a été complètement fermée, et en même temps, en fait, sur le site, on a déployé des algobox et où les SFN ont donné entière satisfaction, donc vous voyez, il y a un peu de RANAP sur le haut de plage sans qu'il y ait un débordement. Donc à partir de ce stade, tu peux avancer donc Anaïs, on s'était dit il va falloir qu'on cherche une continuité de part et d'autre entre les SFN qui ont été déployés. Donc ce que vous voyez ici à gauche, vous avez un MNE, un modèle numérique d'élévation. Donc vous voyez la dune à gauche, la dune à droite, et au centre vous avez le bâtiment avec des photos qui représentent son état. Et ce que vous voyez à droite, en fait, c'est une simulation de déploiement d'une dune hybride qui est censée en fait faire la jonction de part et d'autre et redonner, moi je dirais, à ce site-là tout son aspect protection dunaire naturelle. Tu peux avancer, Anaïs. Donc, on a refait les tests, donc avec les conditions de tempête d'octobre et de novembre. Donc, vous voyez le site avec le mur et vous voyez ici donc le débordement des masses d'eau, ça correspond à peu près à ce qui s'est produit. Et regardez à gauche la simulation en fait de la modélisation avec les mêmes conditions de tempête et vous voyez en fait derrière la dune il n'y a pas eu de passage de paquet d'eau. Donc avec une dune hybride comme celle-là, on pourrait être en mesure en tout cas de protéger la route contre l'inondation dans le futur. Ce projet, donc, tu peux avancer sur la dernière slide, qui est en cours de déploiement actuellement par l'agglomération, a été en partie financé dans le cadre de l'appel à projet Solutions fondées sur la nature porté par le ministère de la transition écologique en 2024. C'est un projet qui fait appel à des compétences multiples. On est sur la dynamique sédimentaire, de la connaissance en génie écologique, de la sensibilisation et de la participation citoyenne, puisqu'on va s'appuyer également sur le collectif citoyen pour faire le suivi d'efficacité. Et moi, je dirais que c'est un exemple type de cette synergie qu'on peut toujours avoir entre le monde universitaire
les citoyens et également les gestionnaires de sites littoraux. Et voilà ce que je voulais vous présenter comme exemple. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mounsef, pour ce cas pratique qui illustre bien la diversité des solutions qui peuvent être mobilisées et également la dimension participative très intéressante dans ce cas-là. Marion, je crois qu'il y a plusieurs questions. Je te laisse la main. Ouais, merci. Oui, du coup, il y a 3 questions. On va commencer par une question sur ce qu'est une algobox et notamment les différences entre une algobox et une ganivelle. Merci Marion. J'ai pratiquement prévu la question au préalable. Anaïs, si tu peux aller sur les diapos qu'on avait masqués. En fait, Algobox, c'est juste un dispositif qu'on avait mis en place il y a à peu près 10 ans sur une plage au niveau de la presqu'île de Rhuys, où on a essayé en fait de tirer profit à la fois des casiers de ganivelle qui sont censés faire un captage de tout ce qui est transport sédimentaire éolien, donc avec le vent, et les échouages massifs d'algues brunes ou d'algues rouges qu'on pouvait avoir sur la plage. Et en fait, on reprend ces algues massifs qui parfois peuvent être collectées par les collectivités territoriales et malheureusement ils finissent dans des déchetteries. Nous, on positionnait dans ces casiers et ça permettait en fait de booster rapidement la reprise végétale. Hein, c'est pratiquement du compostage, donc ça permettait rapidement de rebooster le compostage. Donc voilà, ce que vous voyez en haut, donc à gauche en haut, ça c'est des casiers de ganivelle classiques qui sont censés être remplis par le sable, voilà, avec le transport éolien. Cependant, en fait, ce sable, sachant qu'il y a eu déjà un tri naturel, hein, donc il est relativement fin, s'il n'est pas fixé rapidement par la végétation, il peut partir à la première marée haute ou conditions de forte agitation. Nous, ce qu'on faisait, en fait, quand on avait des échouages massifs d'algues, donc vous voyez, on récupère ces algues et on les positionne dans ces casiers. Et après, ce que vous pouvez voir à droite, le fait de stabiliser ces sédiments avec les échouages d'algues, donc on a quand même quelque chose de massif qui fait presque effet de brise-lames, donc ça permet quand même de protéger les pieds de dune. Et puis, ben, la nature, elle fait son effet, hein, sans qu'il y ait de la revégétation. On va uniquement s'appuyer encore une fois sur la bibliothèque des graines qu'on a dans le sédiment ou avec celle hein, qui est apportée par les algues pour qu'il y ait un recouvrement végétal naturel sur site. Et vous voyez ici hein, donc l'exemple type. Ce que vous voyez là comme falaise dunaire, ça c'est les stigmates de la tempête Xynthia. Ce secteur qui est assujetti régulièrement à des tempêtes, vous voyez, donc le trait de côte n'a pas bougé d'un iota depuis quasiment 12 ans. Tout ça grâce à ce dispositif d'Algobox. Donc en Bretagne ou en France, on le déploie avec des algues et on est actuellement en train d'expérimenter d'autres variantes d'Algobox avec des feuilles de Montrove ou de Posidonie dans le monde. Voilà. Merci. Alors une autre question, enfin plutôt 2 questions qui se rejoignent ou qui se complètent. Quelles pourraient être les meilleures approches pour les plages aménagées à fort impact de tourisme balnéaire? Et il y a aussi dans la même veine, quelles seraient les solutions conditions nature pour la protection d'une route en bord de mer avec un littoral méditerranéen où les plages de sable sont très étroites? Je ne pourrais pas préconiser comme ça sans voir le site une solution, mais au moment où on est sur des plages urbaines, en tout cas il y a de la contrainte aussi, hein, de l'espace balnéaire à pouvoir préserver, plus la mise en place d'une protection notamment dunaire. Il faut travailler avec ce qu'on appelle des dunes hybrides. Hein. Donc là, au nord, on est en train d'expérimenter sur une plage urbaine la mise en place d'une dune hybride qui est censée ne pas trop piétiner sur l'espace balnéaire, mais qui permet quand même de garder une protection optimale contre les risques de submersion marine. Voilà, il n'y a pas de solution clé, il faut toujours, hein, comme je l'ai présenté tout à l'heure, regarder attentivement où sont les forces naturelles qu'il va falloir redéployer pour préconiser la meilleure solution pour le site.
Très bien. Je ne sais pas si on a encore le temps pour une ou deux questions, si c'est bon. Du coup, avez-vous des exemples de sites où les solutions fondées sur la nature ou les solutions mixtes n'ont pas fonctionné? Et notamment, pour quelles raisons? Si vous avez des informations sur les raisons pour lesquelles, en fait, ces solutions n'ont pas fonctionné. Oui, il faut jamais considérer en fait les solutions fondées sur la nature ou hybrides en tant que solution suprême. C'est une solution parfois d'adaptation. Comme on l'a précisé tout à l'heure, il y a de la maladaptation pour tout ce qui est conventionnel, il y a aussi de la maladaptation pour tout ce qui est SFN ou hybride, et ça vient principalement en fait de la méconnaissance du fonctionnement naturel du site. Et il faut le préciser. J'en ai vu des opérations de rechargement éventuellement même partielles qui n'ont pas marché pour la simple et unique raison, c'est qu'on a utilisé une granulométrie qui est incompatible avec la granulométrie du site, où on n'a pas pris en considération bien comme il faut la part de tout ce qui est transport éolien et transport sédimentaire associé au vent. J'ai vu également aussi des opérations de revégétalisation qui n'ont pas marché parce que malheureusement on voulait imposer une certaine végétation qui n'est pas forcément adaptée aux spécificités sédimentaires du site. Or, parfois il faut travailler qu'avec des bibliothèques de graines naturelles pour qu'il y ait une régénèse plutôt de végétation, je dirais, inféodée au système. J'ai vu également des solutions géotextiles ou même en textile, je dirais, biosourcées, qui n'ont pas marché, qui ont donné un impact négatif. C'est dû tout simplement à une non-maîtrise, encore une fois, des échanges sédimentaires qu'on peut avoir sur une plage. Ok, merci. Peut-être une dernière. Pourquoi avoir choisi le kaolin pour le noyau de la dune plutôt qu'un autre matériau? Existe-t-il d'autres possibilités de matériaux pour des noyaux de dune hybrides? Oui, c'est pas une obligation. Donc d'ailleurs sur le site que j'ai présenté tout à l'heure, il va y avoir du kaolin et de la vase. En fait, le kaolin, c'était tout simplement de l'économie circulaire ou circulaire. Le site de Gare n'est pas loin de la plus grande carrière de kaolin européenne, qui est à l'Armor Plumeur, qui n'est pas loin. Et en fait, nous, on allait récupérer je dirais les résidus de cet usage du mine. Donc c'est un matériel qui est non noble, entre guillemets, en tout cas, et qui va coûter moins cher que de déployer un autre matériel. En fait, c'est principalement d'économie séculaire. Ce qu'il nous fallait pour le noyau, c'est qu'on ait un matériel imperméable qui permet quand même de stabiliser au maximum le cœur de la dune, en permettant par endroit en fait qu'il y ait un retour de nappe naturel. Donc ça, c'était un choix plutôt économique qu'autre chose. Merci. Une question sur est-ce que le système donc limitant l'impact des tempêtes a été conçu et pensé en fonction de la future élévation du niveau marin? Donc, est-ce que ça a été conçu pour absorber et monter cette élévation? Alors, malheureusement, moi je dirais non, parce que personne ne maîtrise encore une fois les niveaux d'élévation du niveau marin. Ce qu'on fait au jour d'aujourd'hui, encore plus dans le contexte du Morbihan, voire la Bretagne, c'est qu'on est en déficit sédimentaire chronique. Donc avec les phases où les tempêtes, on perd de plus en plus de sédiments. Le fait d'emmagasiner un peu plus de sédiments au niveau des hautes plages et au niveau des dunes, ça permet bien évidemment d'avoir cette protection. Et surtout, on travaille maintenant avec d'autres solutions futures qui peuvent être considérées en tant que hybrides, c'est aller travailler au large pour amortir la houle, surtout avec des méthodes de biomimétisme. Donc c'est pas quelque chose qui est censé en fait nous protéger avec les scénarios d'élévation du niveau marin. On prévoit d'ores et déjà d'aller amortir un peu plus le choc au large pour pouvoir préserver les hautes plages dans le futur. Merci beaucoup. Marion, peut-être je vois qu'il reste des questions, mais ouais. Éventuellement, on pourrait demander à Mounsef d'y répondre directement par écrit pour continuer à avancer et rester dans le timing du webinaire. Si ça te va, Mounsef, de répondre par écrit pour la suite. Bien sûr, très bien. Je vais le faire. Merci.
Et puis en te remerciant à nouveau donc pour ton intervention et pour ces éléments qui suscitent donc beaucoup de réactions. On voit que là vous êtes, enfin en tout cas ce sont des sujets sur lesquels vous êtes en réaction par rapport notamment en termes de déploiement, de retour d'expérience, savoir si ça a été largement ou non déployé dans les territoires, et puis aussi en termes voilà d'efficacité, de savoir est-ce que ça répond finalement aux enjeux de vos territoires. Donc ce qu'on peut vous proposer, c'est de poursuivre un peu ce format de discussion, d'échange, notamment à travers la discussion qu'on va pouvoir avoir avec Olivier sur ces sujets-là. Donc, on a préparé une série de questions avec Pauline qu'on va t'adresser directement à Olivier. Mais bien sûr, si les participants de leur côté ont des réactions à ces questions-là et aux éléments qui vont vous être présentés, n'hésitez pas à continuer à interagir dans cette boîte à questions QNR. Donc Olivier, pour commencer un petit peu ce temps d'échange avec toi de par ton retour d'expérience sur le suivi de ce type de projet de solutions fondées sur la nature, peut-être d'abord te poser une première question sur notamment la reconnaissance et la légitimité des SFN au sein des stratégies d'adaptation sur le littoral. Donc notamment pour asseoir la place des SFN dans ces stratégies-là, on a vu qu'il semblait tout de même nécessaire de consolider certaines bases méthodologiques et scientifiques. Et donc, d'après ton expérience, quelles seraient les priorités à renforcer, notamment en matière donc de connaissances, de méthodes et d'accompagnement pour légitimer et rendre davantage crédibles les SFN et notamment auprès des décideurs? Merci pour cette question. Alors, en effet, ça a été dit déjà en introduction et puis par les présentateurs précédents. En fait, quand on construit un ouvrage en dur, on sait à quelle date à peu près il va être construit, il va être efficace tout de suite et il est dimensionné pour certaines conditions. Donc, on a une certaine certitude sur cette capacité de protection. Quand on met en place des solutions fondées sur la nature, ça a été dit plusieurs fois, il faut un certain temps pour que les écosystèmes se développent. Donc, en fait, il y a un certain niveau d'incertitude sur ces questions-là, et donc on a du mal à prédire exactement en combien de temps l'écosystème va être mature, toutes ces choses-là. Et je pense que déjà ces incertitudes, ça peut être un frein à la prise de décision, à l'utilisation de ces solutions. Donc moi, un besoin qu'on a clairement identifié et qu'on aimerait y répondre dans le cadre d'Adapto Plus, c'est vraiment sur ces connaissances et de limiter ces incertitudes, améliorer en fait la prédictibilité un petit peu de ce qui va se passer suite à la mise en place. En fait, les questions, ça peut être en combien de temps, une fois par exemple de la reconnexion hydraulique, la reconnexion d'un polder, ça a été très bien montré par Patrice. Donc c'est un cas un petit peu particulier. En 10 ans, 20 ans, on a eu une élévation du sol très très importante parce qu'il y a beaucoup de sédiments dans la Garonne. Mais en fait, donc ça se reproduira certainement pas partout. Tous les polders ouverts ne vont pas présenter un taux de sédimentation aussi important. Mais voilà, cette question, en combien de temps la végétation va se réinstaller? Est-ce que le sol va s'exonder? Est-ce que les sédiments vont être là et vont permettre une élévation du sol? Ça, c'est vraiment des éléments qu'on aimerait un petit peu approfondir. Alors, via une approche biblio, regardez, on commence à avoir un certain nombre de retours d'expérience, à la fois à l'étranger, en Angleterre, aux États-Unis, dans les pays du Nord, mais également Adapto. Adapto, il y a plusieurs polders qui ont été dépoldérisés récemment. Je pense à Lancieux, je pense au terrain François dans l'estuaire de l'Orne. Donc là, il y a des sites qui sont en évolution et qui vont nous permettre d'apprendre des choses et de mieux quantifier, mieux caractériser ces évolutions, ce qu'on peut attendre sur un site. Et donc, ça peut permettre aussi de rassurer, de donner plus de crédibilité à ces SFN. Bon, il y a aussi quelque chose de très important qui a été dit par Patrice, c'est donc sur Mortagne-sur-Gironde, au début une opposition des agriculteurs un petit peu locale, et puis quand on voit les co-bénéfices, quand on voit ce qu'apportent ces SFN en termes de services écosystémiques, des frayères, enfin des poissons, d'autres activités agricoles possibles, on voit que finalement l'acceptabilité change, on apprécie on reconnaît la valeur de ces solutions. Donc là aussi, je vois, il faut aussi développer la connaissance sur ces services écosystémiques, essayer de mieux les prévoir. Déjà, est-ce que le milieu est favorable? Peut-être que sur certains endroits pollués où l'activité agricole a mis beaucoup d'intrants, beaucoup d'engrais, peut-être que le développement des SFN sera plus difficile, enfin des écosystèmes. Donc il y a toute pour moi, il y a vraiment une part de connaissance à améliorer.
pour les rendre plus crédibles. Et puis des méthodes, on l'a dit, chaque site est un peu unique. Là, ce qu'a montré Mounsef, on a vu des moyens de modélisation, de suivi très lourds. Donc ça a un coût, ça peut peut-être pas être mis partout, mais en tout cas, cette connaissance du site, elle est très importante. Et donc là aussi, il faut identifier des méthodes, qu'est-ce qui est important de voir. Donc il a expliqué, est-ce que ces dimensions sont disponibles. Enfin, donc nous, dans Adapto Plus, on veut vraiment mettre à plat un petit peu toutes ces connaissances, faire un état des lieux de où on en est aujourd'hui en France et à l'international, pour vraiment rendre ces solutions plus crédibles. Et puis, il faut aussi être capable, c'est bien de comprendre des choses, mais il faut aussi être capable de communiquer ces choses, de les rendre compréhensibles à la fois aux élus qui vont prendre la décision et puis à la population. Donc voilà ma réponse. Je sais pas si vous avez des compléments à donner, Mounsef ou Patrice. Pas de complément manifestement, mais n'hésitez pas, messieurs, à vous manifester si vous en aviez. Olivier, tu citais parmi les freins la question de l'incertitude et de la méconnaissance qui a également été abordée par Mounsef, la méconnaissance des sites, des systèmes, du fonctionnement des systèmes naturels. Quels sont les autres freins finalement au déploiement et à la généralisation des solutions fondées sur la nature? C'est des choses qu'on a vues, les obstacles, c'est souvent au cœur des échanges qui ont émergé lors des précédents webinaires. Quels sont les types d'obstacles qui sont les plus déterminants d'après toi ou d'après vous, puisque je pose la question plus largement, et quels sont les obstacles qui pourraient être levés plus facilement avec un cadre d'accompagnement adapté? Alors, il y a en fait ce qu'on vient un petit peu d'évoquer, il y a ce manque de connaissances, cette incertitude qui peut faire peur en fait. Si les scientifiques, si on n'est pas capable de donner des réponses un peu précises, vraiment, pertinentes, on peut comprendre que le politique ou que le décideur, il est un petit peu peur de s'engager sur cette voie. Donc, il y a cet aspect connaissance qui peut être, je pense, qui peut être travaillé, hein, on peut améliorer les connaissances parce qu'on a pas mal de retours d'expérience, on peut améliorer vraiment ces points. Ça a été dit aussi au début, c'est que ces solutions, elles sont des fois un petit peu mises en place très localement, donc il n'y a pas on a des exemples un petit peu locaux, mais on n'a pas elles sont mises en place de plus en plus, mais pas assez en fait. C'est-à-dire que c'est un petit peu un cercle vicieux. Plus on va avoir d'exemples concrets, plus on va avoir d'exemples qui marchent, et plus je pense on va pouvoir. Enfin, ça va être un exemple. Adapto pour moi a été un projet vraiment intéressant, et puis celui de Mounsef et d'autres. Mais voilà, plus on met en place sur le territoire des SFN ou des solutions hybrides ou mixtes, et plus l'intérêt va être compris, va être vu. Donc ça, c'est un premier aspect. Il y a l'acceptabilité sociale pour moi. Et alors, je ne suis pas confronté directement en tant que scientifique, mais en travaillant avec le conservatoire, je vois que c'est un problème déjà. Donc ça peut faire peur, c'est SFN. Hein. On préfère parfois avoir un ouvrage en dur plutôt qu'un milieu ouvert et naturel. Ça peut faire peur, c'est compréhensible, mais on voit aussi que ça nécessite un petit peu parfois des relocalisations, que ce soit des activités agricoles comme à Mortagne, ça peut être quelques habitations, ça peut être des activités de chasse, des campings, hein, des sites en ce moment qui vont être voilà, un camping qui a été relocalisé. Donc il y a il peut y avoir une opposition locale. Et donc là, moi, la solution que je vois, c'est aussi, c'est par l'éducation, par l'information, faire comprendre ce qu'est le changement climatique, l'urgence en fait à agir, et puis impliquer ce qui a été dit et ce qui va être dit. Enfin, impliquer les populations, vraiment cette co-construction. Il faut se mettre tous autour de la table et puis et réfléchir ensemble. Et un dernier point, peut-être, c'est l'aspect réglementation. Ça a été évoqué aussi dans la synthèse, c'est que d'un point de vue juridique, on a une vision assez fixiste. Il y a certains milieux naturels qui sont protégés, c'est bien qu'ils soient protégés, mais on n'a pas le droit de les modifier, tel habitat est protégé. Et donc, si on veut mettre en place des SFN dans cette zone, si on veut réouvrir un petit peu, par exemple, la loi s'y oppose. Donc là, il y a un assouplissement de la loi, un assouplissement de la réglementation qui est nécessaire pour s'adapter au changement climatique, puisque le milieu va évoluer de façon certaine et assez plus ou moins rapide, et donc on peut pas avoir une réglementation fixiste. En effet, il faut que la loi puisse également permettre cette évolution et cette souplesse. Merci Olivier. Est-ce que Patrice, tu veux
compléter ou bien Mounsef par rapport à vos propres expériences sur cette question des freins. Je trouve qu'Olivier a parfaitement résumé. Je suis assez convaincu que c'est avant tout par la connaissance et surtout l'aspect démonstratif de ce qu'on a pu mener ailleurs, que ce soit en France ou international, pour montrer que ça marche. Il faut qu'on y aille progressivement, convaincre. Donc c'est vrai que c'est un travail un petit peu de longue haleine, socialement parlant, mais grâce aux expérimentations, on arrive à un moment à montrer que ça a toutes ces solutions-là ont toute leur place en espace naturel tout particulièrement, et donc parce qu'elles ont fait leurs preuves. Ça veut dire aussi effectivement développer ce réseau de connaissances les uns les autres sur tout ce qu'on a pu expérimenter ailleurs. Et puis, je crois qu'il ne faut pas hésiter dans les moments de réticence, de proposer vraiment des solutions qui vont vers une solution, j'allais dire, un petit peu définitive, solution fondée sur la nature, mais qui peut passer par des paliers, écoutez, territorialement, on va expérimenter là, et comme ça, voilà, on va pour rassurer les gens. Je pense que voilà, l'acceptabilité pourrait se faire comme ça, c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas. Merci. Oui, Mounsef, tu veux Pour ne rajouter pas, quelque chose? non, mais pour ne pas répéter ce qu'a dit Olivier et Patrice, je suis tout à fait d'accord avec eux. On a fait ce travail de sondage à échelle nationale pour voir un tout petit peu l'ensemble des projets qu'on peut avoir, qui ont été déployés. Ben oui, on a peu, et malheureusement, on parle pas forcément tout le temps des success stories. Il y a un manque de connaissances, ça c'est sûr. Il y a le volet réglementation et surtout aussi un autre volet qui sont les moyens. On parlait de réglementation, d'ailleurs, là Olivier en parlait tout à l'heure, qui n'accompagne pas, d'ailleurs il n'y a pas un cadre réglementaire, même à échelle européenne, sur tout ce qui est SFN. Ceux qui veulent déployer une SFN, sans doute, l'ADREAL ou la DDTM la plus proche, elle va leur demander en fait le même dispositif, elle a même en place administratif que quand il s'agissait d'un aménagement en dur. Donc je pense aussi que l'arsenal juridique devrait être accompagnateur de cette marche vers les SFN. Et il y a aussi l'aspect, donc bien évidemment financier, il n'y a pas beaucoup de guichets pour accompagner ça. Et surtout l'implication citoyenne. L'exemple que j'ai présenté tout à l'heure, c'était de la co-construction. Et on a essayé, à travers l'exemple de Gavre et d'autres dans le Morbihan, de faire en fait du citoyen un acteur du suivi d'une SFN ou d'une SH plutôt qu'un spectateur. Et ce citoyen qui a pu, dans sa vie, voir en fait comment agit un ouvrage conventionnel et une SFN, c'est le meilleur VRP aussi auprès de l'élu et du gestionnaire pour activer en fait le réseau des SFN. Donc il faut aussi qu'on travaille avec la population et les sciences participatives, on est un bon tremplin pour pouvoir aller là-dessus. Merci Mounsef pour ce complément. Alors en effet, la question de l'implication des citoyennes est primordiale, de même que l'aspect financier, bien entendu, qui est régulièrement revenu dans les échanges, les discussions. Aujourd'hui, le webinaire traitait de la complémentarité ou de la dichotomie ou de la complémentarité selon le positionnement entre SFN et solutions d'ingénierie grise et hybride. Selon vous, je te pose d'abord la question à toi, Olivier, mais bien entendu, Mounsef et Patrice, vous pourrez compléter. Quels sont les atouts et limites des SFN versus les atouts et limites des solutions techniques plus classiques, et comment on pose la bonne articulation entre ces deux approches dans les stratégies d'adaptation? Merci pour la question. Alors, on pourrait lister les atouts et les limites de chaque solution, mais moi, en première réponse, j'ai envie de dire elles sont pas vraiment à mettre en opposition. On voit bien dans ce qui a été présenté par Mounsef qu'on peut mettre les deux en place. En fait, il y a des endroits où on ne pourra pas faire de SFN parce qu'il n'y a pas la place, parce que c'est pas possible. Si les enjeux sont en première ligne
et qu'on veut maintenir des habitations, des activités humaines anthropiques à cet endroit-là, il faudra protéger. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, et c'était très bien montré par le graphique là, de Mounsef, où on voyait à l'échelle d'un estuaire des endroits où on pouvait en effet développer des marais, mais là où il y avait la ville qui était en bord de mer, eh ben on maintenait des ouvrages. Donc pour moi, ils sont pas en mettre en opposition, c'est plutôt une approche qui doit être vue comme complémentaire. Certains endroits doivent être protégés, d'autres, on peut se laisser plus de place, on a plus de place, on a un milieu avec moins d'enjeux et on a plus de liberté peut-être pour faire des SFN, pour faire du mixte ou de l'hybride. Ce qu'on voit aussi, c'est que dans ce que nous on appelle SFN, ou quand on fait de la gestion souple, par exemple dans Adapto ou dans Adapto Plus, on fait déjà en fait des solutions hybrides, puisque quand on reconnecte Mortagne sur Gironde, on est un exemple, on reconnecte, donc on ouvre, mais on met une digue de second rang quand même pour protéger les enjeux. C'est-à-dire qu'il y a le milieu naturel, mais on met quand même une sécurité derrière en mettant une digue de second rang. Moi, je suis allé en Hollande il n'y a pas très longtemps et dans la région de Zeeland, là, ils ont des digues en béton énormes qu'ils ont recouvert de sable et c'est des dunes. Maintenant, c'est un système dunaire presque naturel. On voit pas que c'est une digue, mais c'est un petit peu donc ce qui a été fait à Gavre à une échelle inférieure. Donc voilà, moi je verrais plutôt les choses, pas faire de dichotomie, mais de voir plutôt leur complémentarité. Après, voilà, les SFN, elles ont quand même des avantages, donc elles ont un rôle de protection, de maintien de la côte à moindre coût. Hein, on n'a pas, en théorie, les écosystèmes sont résilients, donc on n'a pas à faire d'entretien. Et puis, il y a surtout, moi, ces services écosystémiques, ces co-bénéfices, ils sont très importants et ils sont vraiment à mettre en avant, surtout avec le changement climatique. Là, les écosystèmes qui, globalement, les écosystèmes marins sont très stressés, sont en déclin. Donc, pour moi, ça contribue aussi de laisser un petit peu de place de ces SFN. Ça permet aussi, ça fait des petits patchs où peut-être les espèces peuvent aller vers le nord chercher de l'eau plus froide, des choses comme ça. Enfin, c'est aussi accompagner ces changements et donc là, on a de la place. Moi, je dirais qu'il faut mettre en place les SFN. Il y a des limites, évidemment, de cette nécessité d'avoir de la place. Comme j'ai dit, alors, on pourrait imaginer construire des dunes devant des villes, hein, ou les Hollandais, voilà, ou suivant les moyens à disposition et suivant la taille du pays, on peut envisager plus ou moins des telles solutions. Mais voilà, à l'échelle nationale, de toute façon, à l'échelle de la France et d'Europe, on peut pas tout protéger, on peut pas mettre des ouvrages partout, c'est pas possible, ça aurait un coût disproportionné, c'est pas possible. Donc, moi, je dirais que partout où il y a de la place, il faut essayer de mettre un petit peu de SFN. Et puis, de toute façon, enfin, on l'a dit, l'élévation du niveau de la mer va continuer sur plusieurs siècles. Même si on arrêtait aujourd'hui de dégager 1 gramme de CO2, le système a une telle inertie qu'on va avoir plusieurs mètres d'élévation dans les siècles à venir. Donc en fait, aujourd'hui, on ne peut pas proposer une solution d'adaptation qui va répondre sur du temps long. Donc moi, enfin, c'est ce qui est préconisé aussi dans la SNJTC, dans plein d'instances. C'est vraiment une gestion incrémentale. C'est-à-dire que là, il y a urgence à mettre en place des SFN pour notamment atténuer le changement climatique. Il y a vraiment urgence à le faire. Et donc, il faut peut-être pas se dire est-ce que ça tiendra dans 20 ans, 30 ans, enfin dans 40 ans, 50 ans. On va réadapter on va re-questionner notre adaptation en fait de ces zones côtières. C'est vraiment quelque chose qui va être fait, qui devrait être fait régulièrement. Et donc une solution aujourd'hui ne sera peut-être pas la bonne solution dans 100 ans. Voilà, on sait pas, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas agir dès maintenant. Merci Olivier. Merci beaucoup Olivier pour ces éléments-là. Peut-être une dernière question avant de conclure ce webinaire, puisqu'on est en tout cas on est revenu beaucoup sur cette question de l'évaluation de l'efficacité et de la performance des SFN, et notamment pour mesurer en fait leur efficacité dans le temps. Donc on avait une question aussi plutôt sur le lien avec les services écosystémiques rendus par ces solutions-là. Est-ce que selon toi, c'est quelque chose qui apparaît pertinent d'évaluer la performance des SFN à travers l'évaluation des services écosystémiques rendus? En partie, je pense que ces services écosystémiques, ils sont très importants. Il y a aussi, enfin, il y a tout ce qui est en termes de biodiversité qui va permettre, voilà, frayère, nourricerie. Il y a tout ce qui est un petit peu filtration de l'eau, captage de carbone. Enfin, ça a un rôle énorme vu l'urgence climatique actuelle. Et après, il faut le regarder parce que c'est important. Mais la première question, c'est quand même le rôle de la protection. On veut aussi que ça protège un petit peu, que ça limite les aléas.
Donc il faut regarder ces deux choses en même temps. Et sur la question temporelle, donc il y a le temps, au bout de combien de temps mes SFN vont être efficaces? Moi, la grande question que je me pose aussi, c'est est-ce que, avec une élévation au niveau de la mer enfin, importante, est-ce que ces écosystèmes, ils vont tenir le coup, ils vont pouvoir se maintenir? Donc là, ça pose la question des apports sédimentaires. On l'a vu sur Mortagne, j'ai déjà dit, en 20 ans, plus 1 mètre, c'est exceptionnel, hein, on verra pas ça sur toutes les côtes françaises. Et donc il y a cette question, et donc ça aussi, ça nécessite de la connaissance, ça nécessite du suivi, ça nécessite des nouvelles approches pour essayer de prévoir un petit peu ce qui va se passer. Et puis évidemment, les rétex, moi je pense que tous les exemples qu'on a fait, on doit apprendre et on doit profiter de ces expériences qu'on a pour aller plus loin. C'est vraiment l'approche qu'ont les Hollandais ou d'autres pays, apprendre en faisant Build with Nature. Voilà, il faut vraiment il faut mettre en place ces solutions là où il y a moins de risques, dans les zones plutôt agricoles ou naturelles. On va pas, enfin sur les villes c'est faisable aussi, mais c'est plus compliqué. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment mettre le pied à l'étrier et puis apprendre en faisant. Et il sera toujours, ces solutions ne sont pas définitives. On pourra toujours reconstruire une digue dans 20 ans, dans 30 ans. Suivant comment le site évolue et suivant voilà la disponibilité sédimentaire, enfin suivant plein de questions. Je ne sais pas si j'ai répondu totalement à la question. En tout cas, tu as permis de remettre en contexte le fait que les SFN, ce sont des solutions qui se pensent à une échelle de temps qui n'est pas la même échelle de temps que les autres types de solutions qu'on a évoquées. Donc, ça permet, notamment à travers le schéma que vous avez à l'écran, de replacer ces SFN-là dans le contexte temporel qui est le leur. Ça fait donc ça, c'est une figure qui vient du rapport du GIEC. Alors c'est assez théorique, mais on voit en fait que les SFN ou les systèmes basés sur l'apport de sédiments sont relativement rapides à mettre en œuvre, donc quelques années, mais leur durabilité, d'après le GIEC, est pas très très longue en fait. Mais ça vient aux incertitudes sur l'élévation du niveau marin, sur toutes ces questions et sur la disponibilité sédimentaire. Est-ce que mon habitat, est-ce que mon écosystème va être capable de s'adapter au changement climatique? Alors que des ouvrages, alors évidemment des barrières de protection ou des choses telles celles qui sont faites dans la Tamise ou autour de Venise, voilà, la durée de vie est très longue, mais c'est des coûts énormes. Et puis c'est plusieurs dizaines d'années de temps pour mettre en place, pour aussi faire les travaux et tout ça. Donc on a intérêt en fait à jouer on va jouer, il faut utiliser toutes les solutions possibles en favorisant les SFN où c'est possible, mais voilà, vraiment il faudra de toute façon re-questionner cette adaptation suivant la vitesse d'élévation du niveau de la mer, notamment suivant la vitesse des changements, des effets du changement climatique. Donc c'est quelque chose sans fin non, mais voilà, on prend pas une décision qui sera parfaite et qui fonctionnera sur plusieurs siècles. Vraiment, moi, je pense qu'il faut prendre les choses progressivement et puis voilà, re-questionner plus tard, dans quelques dizaines d'années, l'adaptation qu'on a faite et regarder ça localement et de façon site spécifique. Merci. Merci Olivier pour ce presque mot de la fin. Donc c'est à moi que revient l'honneur d'assurer la conclusion de cette série de webinaires et notamment de ce dernier webinaire. Navré pour ce mot de la fin un peu impersonnel, j'ai des problèmes avec ma caméra. J'essaie de reprendre un peu d'ordre dans mes notes grâce au retour et aux éclairages de nos 3 derniers intervenants que nous remercions. On a donc vu et revu en tout cas que les SFN sont des solutions à approprier tant qu'elles sont anticipées, correctement calibrées et pensées de manière inclusive ou participative, mais que ce ne sont pas forcément la solution miracle ou la solution suprême, pour reprendre les mots de Mounsef. Notamment parce que les SFN peuvent aussi induire de la maladaptation, souvent par méconnaissance des systèmes naturels ou parce qu'elles ne s'appliquent pas partout, comme le rappelait Olivier. Donc les SFN s'inscrivent dans un écosystème ou plutôt un continuum de modes de gestion dont elles sont complémentaires, comme on l'a vu avec le cas des solutions hybrides, et Mounsef a souligné d'ailleurs que justement l'intérêt des solutions mixtes résidait dans le fait qu'elles permettaient aux populations de s'imprégner du changement de dogme, de paradigme dont parlait tout à l'heure Anaïs, et de faciliter finalement la transition. Patrice parlait aussi de paliers.
Donc ces solutions sont complémentaires les unes les autres, et il ne faut pas négliger à côté de ça la nécessité de gérer correctement les autres facteurs, hein. Je pense notamment à la gestion des accès sur l'exemple donné par Mounsef sur le Gavre du côté de l'Orient, la gestion des accès dunaires. Alors, les solutions fondées sur la nature peuvent arriver parfois par opportunisme, hein, ça a été le cas, et il y en a eu d'autres dans Adapto, mais très certainement ailleurs d'ailleurs. Ça a été le cas pour l'exemple de la dépoldérisation sur Mortagne, hein. Mais les SFN sont aussi des opportunités pour les territoires. On l'a aussi vu avec le cas de Mortagne, notamment sur la dimension agricole et la dimension finalement lieu de vie où les habitants découvraient un nouvel espace. Donc j'ai repris tout à l'heure le terme de calibrage d'un précédent webinaire qui était dédié aux Outre-mer. Et en fait, c'est en effet un des prérequis indispensables. Donc il y a une multitude de solutions fondées sur la nature qui évidemment s'appuient sur tout un tas de mécanismes de fonctionnalités écologiques qui peuvent répondre chacune à une variété d'enjeux et être adaptées à tout autant de contextes. Pour reprendre l'exposé d'Amalia Arismendi dans le webinaire précédent, ou bien encore une fois les propos de Mounsef sur les morphologies littorales. Et on voit bien avec l'exemple de Mortagne que nous a partagé Patrice qu'une solution n'est pas nécessairement transposable. D'où l'intérêt finalement de diversifier les réponses, notamment dans une logique de trajectoire spatio-temporelle. Et cette question finalement de transposabilité, ça pose la question plus globalement de la réplication et de la dissémination. Et ça, c'est les objectifs du Life Adapto Plus, sur lequel nous travaillons avec nos partenaires, et en premier lieu le BRGM et le CEREMA, au développement d'un outil de typologie des milieux et des solutions, ou plutôt de typologie des solutions en fonction des milieux, et un outil d'évaluation des scénarios. Olivier rappelait que les SFN, parce qu'elles tendent surtout vers un équilibre en fait des systèmes naturels, alors que les solutions dures vont plutôt les figer, présentent des bénéfices avec un certain délai. D'ailleurs, Olivier, tu l'as dit, mais tu n'as pas été le seul. Ça a également été souligné par Mounsef ainsi que par Patrice, hein, où on a vu que sur l'exemple de Mortagne, il a fallu 20 ans pour reconstituer un nouvel écosystème. Ça nécessite, évidemment, ça pose aussi la question de la réversibilité des processus. Ça pose également la question de la capacité de résilience des systèmes, ou de la capacité d'adaptation intrinsèque des systèmes naturels, et donc la nécessité de mieux connaître. Enfin, et Anaïs l'a rappelé, les solutions fondées sur la nature sont aujourd'hui identifiées au niveau des politiques publiques nationales, hein, le PNAC 3, la SNGITC en cours de révision, la loi, bien sûr, la loi climat et résilience, comme des outils d'adaptation en tant que tels, mais leur intégration dans les stratégies et politiques publiques doit poursuivre, notamment au niveau local, pour encourager et faciliter leur mise en œuvre. Et c'est aussi l'un des objectifs du Life Adapto Plus, dans le cadre duquel les partenaires du projet travaillent à l'élaboration d'un cadre technique et stratégique pour promouvoir l'usage de la gestion souple de la bande côtière. J'en profite par ailleurs pour rappeler que d'ici juin 2026, nous lancerons, dans le cadre du Life Adapto Plus, un appel à manifestation d'intérêt pour accompagner 10 territoires, et que d'autres webinaires seront également organisés dans le cadre du Life, et nous vous invitons donc à consulter la page internet du site, notamment aussi pour retrouver les replays de ces webinaires qui sont également disponibles sur la page du Life Artisan. Anaïs, je te laisse peut-être le mot de la fin, de la toute fin. Le mot de la toute fin. Le dernier mot. Allez, le dernier mot, simplement Merci. merci Pauline pour cette conclusion. Donc simplement pour vous dire que donc le support diaporama vous sera également partagé sur les pages de replay des webinaires. Donc on vous a remis les ressources qui vous ont été partagées, notamment dans le chat tout au long du webinaire. Et un dernier mot aussi pour dire que ce parcours se clôturera réellement à travers donc la dernière visite
terrain organisé en Hauts-de-France le vendredi 17 octobre, donc sur la baie d'Authie, un des sites du Life Adapto notamment. Donc, il vous reste un petit peu de temps pour vous inscrire si vous êtes intéressé. Et on vous a remis à nouveau le lien à la fois dans le chat et à la fois dans le diaporama, donc du lien de replay vers les pages du Life Artisan et du Life Adapto Plus. Et vous avez également en dernière slide le contact des intervenants du jour qu'on remercie à nouveau, et on peut remercier même tous les intervenants de l'ensemble du parcours de webinaire pour les éléments riches d'enseignement qu'ils ont pu apporter à travers leurs expériences respectives sur les solutions fondées sur la nature, sur le littoral. Donc je m'arrête là pour la conclusion et remercier également tous les participants pour leur fidélité au webinaire et puis pour leurs réactions et leurs questions qui ont permis d'alimenter les discussions. Donc simplement vous dire qu'on fera également un sondage pour recueillir vos impressions sur cette série de webinaires et de visites, peut-être dans la perspective d'en organiser d'autres l'année prochaine et peut-être aussi sur d'autres thématiques. Les infos vous seront envoyées en temps voulu. Voilà, donc encore merci à toutes et tous et on vous souhaite une très bonne après-midi. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup, au revoir. Merci.